bonsoir à tous, bonsoir Caroline. Bonsoir. Nous sommes encore enchantés de vous voir tous présents dans cette salle pour une nouvelle conférence des mercredis dans Doom. Merci également aux personnes qui n'ont pas pu venir en présentiel mais qui sont d'ores et déjà connectées sur nos réseaux sociaux. Ça va être compliqué ce soir, je sens. Donc ces conférences, je ne vous les représente plus, mais pour les quelques personnes qui ne nous connaîtraient pas encore, ces conférences sont organisées par l'IMBE, l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, avec le soutien d'Aix-Marseille Université et de l'OSUPITEAS. Je suis désolée, depuis ce matin, 7 heures, je parle en TP et donc je bafouille un peu ce soir, vous m'excuserez d'avance. Donc, pour ceux qui ne sont ni là sur Internet ni en présentiel, vous aurez toujours la possibilité de retrouver Caroline en replay sur l'adresse que j'ai inscrite au tableau, tv.imbe.fr. Vous pouvez également, à la fin de cette conférence qui va durer 30-40 minutes à peu près, il n'y a pas de temps précis, on ne va pas mettre la pression à Caroline, vous pourrez proposer toutes les questions. Vous savez qu'il n'y a pas de questions bêtes. Elle est là pour répondre à toutes les questions, surtout que le sujet est compliqué, donc n'hésitez pas. Et pour les personnes qui sont connectées, je me ferai un plaisir de poser de votre part les questions à Caroline. Donc Caroline Monteil, qui est chercheuse au CEA à Cadarache et qui nous fait le grand plaisir de venir ce soir puisqu'elle vient de loin. Elle aura, je le dis parce que on ne le dit pas assez, tous les conférenciers qui viennent ici le font vraiment par plaisir. Et donc elle a encore un grand chemin pour rentrer chez elle ce soir. Donc merci beaucoup Caroline. Merci. Je te laisse la parole. Bonne conférence à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup Carole, merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. On n'a pas souvent l'occasion comme ça de partager avec le grand public. Comme elle a bien introduit Carole, je m'appelle Caroline Monteil, je suis chercheuse au CEA de Cadarache à l'Institut de biosciences et biotechnologie d'Aix-Marseille. Donc en fait, c'est un institut où on va mener à la fois des recherches fondamentales et appliquées sur des organismes et des micro-organismes qui vont avoir un intérêt soit dans les bioénergies, soit dans les biotechnologies. Et ça va être le cas des micro-organismes que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sont les micro-organismes magnétotactiques. Alors c'est un nom qui a l'air un petit peu barbare là comme ça, mais vous allez très vite comprendre, je pense, à quoi ça réfère, parce que déjà dans magnétotactique, vous avez le mot magnéto. Magnéto pour magnétisme. Donc on va parler de magnétoréception aujourd'hui. Et la magnétoréception, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le sens qui vous permet de sentir le champ géomagnétique. Alors, c'est un sens qui est assez connu et que vous connaissez, l'air de rien, vous avez été un peu imprégné par ça parce qu'on vous parle souvent des organismes qui sont migrateurs et de ces organismes qui sont capables de voyager sur des milliers de kilomètres, soit dans les océans, soit à travers les airs. C'est la capacité des sternes, et des tortues de mer. Et donc, en fait, c'est un sens qui, encore chez les organismes tels que les animaux aujourd'hui, n'est pas très bien connu. On ne connaît pas très bien les mécanismes. Il y a plusieurs hypothèses, mais ça reste assez obscur. Et lorsqu'on regarde la représentation de ce qu'est l'arbre du vivant, c'est représenté par ici cette figure-là, nous on se trouve là au sein du domaine des eucaryotes. Vous avez le deuxième domaine du vivant qui est les archées, et puis vous avez toute cette diversité d'organismes prokaryotes qu'on appelle les bactéries. Et en fait, on connaît des bactéries, des organismes simples, unicellulaires, qui sont capables de sentir également le champ géomagnétique. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous introduire un petit peu le modèle, à quoi ça sert et qu'est-ce que nous, on peut en faire ensuite au niveau des biotechnologies. Donc, une bactérie vue au microscope électronique, ça ressemble à ça. Vous avez une structure très simple, une cellule, si vous voyez bien la souris ici, la flèche, pardon, et vous avez des flagelles qui leur permettent d'être mobiles et de bouger. Et à l'intérieur, vous voyez des structures noires qui sont denses aux électrons. Et c'est ces structures-là qui nous intéressent, nous. Pourquoi elles nous intéressent? Ce sont des nano-aimants. En fait, chaque petit cristal que vous voyez aligné est un cristal ferrimagnétique et qui, en fait, va être aligné le long de l'axe de motilité de la cellule. Et ça va agir comme une aiguille de boussole. Lorsque vous avez une aiguille de boussole et que vous bougez, en fait, l'aiguille va bouger en fonction du champ. Et là, c'est exactement la même chose. La bactérie, grâce à cette aiguille de boussole, va pouvoir bouger et s'aligner avec le champ géomagnétique.
Donc on va les retrouver où ces bactéries? On va les retrouver dans absolument tous les milieux aquatiques, qu'ils soient marins ou d'eau douce. Et nous, en fait, au laboratoire, on va les chercher dans des environnements très différents chimiquement. Là, par exemple, je vous ai mis des petits exemples de sites qu'on affectionne particulièrement, notamment dans le Massif central avec des sources ferrugineuses qui vont être riches en fer et complètement dépourvues d'oxygène. Vous avez des tourbières acides, pareil, dans le Massif central. Et puis, vous avez des sites plus près, à Carry-le-Rouet, ici. Vous avez un plongeur, collègue Christopher Lefebvre, qui récupère du sédiment pas loin. On pourrait même en récupérer ici à côté de la station Landum. Puis vous avez des environnements un peu plus différents, très riches en sel ou avec un pH très alcalin. C'est le cas de certains sites aux États-Unis. Donc voilà, on va se balader un petit peu, on va chercher des bactéries comme celle-ci, avec des propriétés intéressantes qu'on va pouvoir exploiter ensuite dans les biotechnologies. Alors on les trouve dans tous les environnements aquatiques, oui, mais pas n'importe où. On va les retrouver dans une zone très particulière, dans le sédiment, à l'interface sédiment-eau. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une représentation verticale de ce que peut être un sédiment, de l'eau, les premiers millimètres et ensuite les profondeurs du sédiment. Et en fait, dans ce sédiment-là, vous avez très vite une consommation de tout l'oxygène. C'est-à-dire qu'ici, on est à 20%. Quand on va aller dans les sédiments, progressivement, on arrive à 0. Et donc, les bactéries, on va les retrouver juste en dessous de cette transition oxyque-anoxique. Et puis, plus récemment, on se rend compte qu'elles se trouvent non seulement entre cette zone oxyque-anoxique, mais aussi dans une zone un peu chimique particulière où on a une transition du potentiel redox. Donc voilà, c'est bien, on les trouve dans le sédiment, dans ces interfaces-là, mais ici, la magnétoréception, à quoi ça sert? Parce que je crois que vous êtes d'accord que pour une bactérie qui fait 1 micromètre, différencier le nord, le sud et l'est, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Donc il faut revoir comment fonctionne le champ magnétique. Et en fait, il faut se rendre compte, notamment dans l'hémisphère nord, que les lignes du champ magnétique, elles sont plongeantes. Plongeante, ça veut dire que si je dois le sentir, si je sens le nord, en fait, je vais plutôt être attirée par les profondeurs du sédiment. Donc ici, quand on sait qu'une bactérie magnétotactique, ça a besoin de conditions chimiques un peu particulières, oxygène, conditions en fer, des formes chimiques plus ou moins oxydées, de pouvoir sentir le champ magnétique, ici, ça va lui permettre de l'orienter et de différencier la surface des profondeurs. Parce qu'il faut se rappeler, une bactérie, 1 micromètre, ça n'a pas de poids. En fait, la gravité, ça n'a pas d'effet sur une bactérie. Donc, si vous avez besoin de sentir où est la surface et où est les profondeurs, le champ géomagnétique peut vous aider à ça. Donc, comment on fait pour les étudier? Donc, nous, vous avez compris, on adore échantillonner dans divers environnements. On va utiliser des cannes de prélèvement, on va utiliser plusieurs outils. Et on va réaliser ce qu'on appelle une concentration magnétique. Pardon. Donc, on récupère du sédiment, où on a la moitié de particules de sédiment et d'eau, et on va appliquer des aimants là-dessus, et on va récupérer les populations qui viennent s'agréger contre le bord de la bouteille. Et ensuite, on va pouvoir visualiser ces organismes avec différentes techniques de microscopie. On va pouvoir essayer de les mettre en culture, on va pouvoir essayer de récupérer le génome et d'acquérir tout un ensemble d'informations sur leur biologie et en parallèle, un ensemble d'informations sur les environnements dans lesquels ils vivent. Et donc voilà à quoi ça ressemble sous le microscope. Et ça, c'est un film en temps réel. C'est-à-dire que là, j'observe une goutte sous le microscope optique et je switch en fait la polarité d'un aimant que je mets juste à côté du microscope. Et vous voyez que, hop, dans un sens puis dans l'autre, vous avez les bactéries qui vont venir s'agréger en bord de goutte. Et donc ça a des propriétés vraiment intéressantes parce qu'on va pouvoir comparer à d'autres organismes, on va pouvoir les isoler très facilement. Il faut savoir que des micro-organismes comme ceux-ci, c'est très difficilement cultivable. Près de 99% sont incultivables. La majorité des micro-organismes, on n'arrive pas à avoir des cultures pures.
Donc nous, on a un avantage ici, c'est que cette propriété, on va s'en servir pour les isoler et pouvoir les caractériser. Et donc on a tout un panel de belles images, en fait, que vous voyez ici, avec des formes très diverses. Vous avez des formes rondes, appelées cocci, vous avez des spirilla, vous avez des bâtonnets. Et vous avez toute une diversité également au niveau des chaînes qui vont pouvoir former, avec des cristaux de tailles différentes, de formes différentes, avec parfois... il n'y a pas de chaîne, il y a simplement des agrégats de cristaux. Ici, vous en avez d'autres images encore. Et nous, on trouve ça très beau, au-delà d'être très intéressant. Et donc, vous avez à la fois des formes unicellulaires et puis pluricellulaires. Parce qu'il faut se rendre compte que les bactéries, la multicellularité n'est pas juste la spécificité des eucaryotes, des mêmes groupes que nous, mais c'est aussi possible chez les micro-organismes. Donc au niveau des biominéraux que ça produit, bon, c'est vrai qu'on avait des images de microscopie électronique qui montraient des sortes de taches noires, mais il faut savoir qu'avec certaines techniques, nous, on est capable de reconstruire la structure du cristal. Et c'est là où c'est vraiment fascinant, c'est qu'on a des petites bébêtes en fait, qui arrivent à construire des cristaux vraiment presque parfaits, avec une structure vraiment très, très bien délimitée. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a de plusieurs formes, et puis plus on va aller chercher dans des environnements différents, et puis on va trouver des formes de cristal différentes. Et ça, on connaît assez bien les mécanismes, contrairement aux organismes qu'on a vus précédemment, que ce soit la tortue ou les oiseaux. Chez les bactéries, on arrive assez bien à comprendre comment, d'un point de vue génétique, cela est contrôlé, parce qu'il y a un contrôle génétique de la part de la bactérie. Il y a près de 40 gènes qui ont déjà été identifiés comme étant importants à la formation de ces biominéraux, et on connaît également comment c'est fabriqué. Il faut savoir que les bactéries que j'étudie, elles ont une double membrane. Vous avez une délimitation et une deuxième membrane à l'intérieur, et c'est à partir de cette membrane à l'intérieur de la cellule qu'on a d'abord une formation de vésicule. Ensuite, on a plein de protéines qui vont être recrutées et qui vont permettre la nucléation du cristal. On a d'abord des transporteurs de fer qui vont permettre au fer d'intégrer ces vésicules. Et puis ensuite, hop, nucléation d'un premier cristal qui va grandir. Et plusieurs de ces vésicules et plusieurs de ces cristaux, alignés les uns par rapport aux autres, vont pouvoir former cette chaîne et cette boussole que je vous ai montrée auparavant. Alors, bon, ça c'est juste pour, peut-être c'est un peu trop détaillé pour aujourd'hui, mais c'est juste une slide pour imager aussi que d'un point de vue métabolique, c'est extrêmement divers. C'est-à-dire que les bactéries, ça peut utiliser plein de sources de carbone différentes, ça peut utiliser plein de sources d'énergie différentes pour produire leur ATP, donc leur énergie, et pour que la cellule puisse fonctionner. Et donc, nos bactéries, elles ne peuvent pas utiliser la lumière, mais par contre, elles peuvent utiliser plein d'autres choses. Et ici aussi, pour illustrer qu'on a une grande diversité génétique, si on reprend l'arbre de la vie que je vous montrais auparavant, avec tous ces grands groupes de bactéries, en fait, il n'y a pas un seul groupe dans l'arbre des bactéries qui est capable de former ces biominéraux. On se rend compte qu'il y a des représentants dans plein d'embranchements bactériens. Et plus on va explorer de nouveaux environnements, et plus on va trouver des bactéries différentes d'un point de vue de la génétique, du métabolisme ou de la formation de ces cristaux-là. Et donc, l'intérêt, nous, on mène des recherches là-dessus depuis plusieurs années. Et puis, ce qui est fascinant, c'est que plus on va les étudier, et plus on va se rendre compte qu'elles ont des capacités de séquestration de certains éléments chimiques. Elles ont une capacité à faire des biominéraux qui est extraordinaire. Et ces derniers temps, c'est ce que nous, on a observé. Et notamment en étudiant un lac qui est particulier, qui est le lac Pavan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien, bon, à part qu'il y ait du bon fromage, il y a d'autres trucs qui sont super intéressants, comme les volcans, de toute la chaîne du Sancy. Et le lac Pavan fait partie c'est un ancien volcan. Le lac, c'est un lac ce qu'on appelle un lac de cratère, donc un lac méromictique. Et quelle est sa particularité à ce lac? C'est que justement, il est extrêmement profond. Il fait près de 92 mètres. Et en fait, avec cette profondeur-là, on a très peu d'échanges des masses d'eau entre la surface et les profondeurs. Et donc, ce que je vous ai montré précédemment sur les sédiments,
le fait qu'il y ait une interface oxyque-anoxique, c'est-à-dire qu'il y ait une zone complètement dépourvue d'oxygène et une zone riche en oxygène, et ensuite cette diminution, cette transition, ben on retrouve c'est la même chose à l'échelle dans le lac. Donc pour nous, c'est extrêmement intéressant. On se dit, bah, tiens, est-ce qu'on va aller voir ce qui se trouve là, ici, à cette interface oxyque-anoxique? Est-ce qu'on trouve des bactéries magnétotactiques? Et si oui, quel type de bactéries magnétotactiques on va retrouver? Donc pour ça, on a un ensemble de chercheurs, incluant à la fois le BIAM, donc l'institut dans lequel je travaille, le Génoscope à Évry, l'IMPMC, donc l'Institut de minéralogie et physique des matériaux qui se trouve à Paris, et enfin l'IPGP également à Paris, qui sont en fait des groupes de minéralogistes, de géochimistes, et on travaille de concert pour essayer de comprendre le fonctionnement de ce lac, mais à la fois de comprendre quel est l'effet de ce lac sur les bactéries qui nous intéressent. Donc on a en place au milieu de ce lac une plateforme qu'on vient mettre en place et qu'on enlève aussi chaque année. Et on va pouvoir, grâce à cette plateforme, aller échantillonner l'eau à n'importe quelle profondeur qui va nous intéresser. Donc ceci, maintenant quelques images pour vous illustrer comment ça se passe. Donc vous voyez, cette zone qui se trouve au milieu va nous permettre d'utiliser, on a un treuil, on va utiliser des bouteilles Neskin, on va utiliser aussi des systèmes de pompe. Et on va récupérer ces échantillons-là, dont des flacons qui vont nous servir à différentes analyses par la suite. Donc, par exemple, la sonde qui se trouve ici va nous permettre de mesurer le taux d'oxygène et donc de localiser potentiellement où sont les bactéries qui nous intéressent. Ensuite, on va ramener l'ensemble de ces échantillons à la station biologique de base qui se trouve à côté. On va faire nos comptages de bactéries, on va préparer nos grilles de microscopie électronique, etc. On prépare en fait les analyses par la suite. Là, c'est aussi mon collègue qui, lui, va analyser tout ce qui est chimique. Donc, en parallèle de la microbiologie, on va étudier quelle est la concentration des éléments majeurs, mineurs dans l'eau, ou quelle est la concentration en méthane, en H2S. Et on fait également la même chose sur les sédiments à côté. C'est-à-dire que les bactéries, à la fois dans ce système-là, on les trouve au centre du lac et on les trouve au niveau des sédiments. Et donc, en faisant ça, on se rend compte, sous le microscope optique, qu'on a des populations qu'on n'avait jamais vues auparavant. C'est ces bactéries que vous voyez là sur ce petit film. Vous voyez des sortes de petits granules réfringents, c'est-à-dire qu'ils renvoient la lumière du microscope. On ne les avait jamais vus auparavant, on ne sait pas ce que c'est, et donc on décide de les analyser. Donc pareil, par des approches de microscopie électronique ou des approches de microscopie à balayage, on va pouvoir décrire l'ultrastructure de ces bactéries, c'est-à-dire les différents compartiments qui se trouvent à l'intérieur de la cellule. Et donc ici, vous avez différentes images montrant différentes bactéries qui appartiennent à différentes espèces. La première en haut, la seconde ici, la troisième et la quatrième. À gauche et à droite, c'est exactement la même chose, mais observée avec des techniques différentes. Et on peut observer à la fois des chaînes ici de magnétosomes, ce sont nos cristaux ferrimagnétiques, et puis des granules dont on ne connaît pas la composition. Donc nous, en tant que minéralogistes, on a des techniques qui nous permettent de déterminer la composition de ce qui se trouve à l'intérieur. Donc ces techniques-là, ça regroupe la spectroscopie aux rayons X, par exemple, ou le rayonnement synchrotron. Et on va pouvoir déterminer à chaque localisation de la cellule quel est l'élément majeur qui s'y trouve. Et par exemple, ici, les granules que vous voyez tout à l'heure qui étaient noirs et puis blancs, ici sont blancs parce que le contraste est inversé, mais on se rend compte qu'il y a du calcium. On voit bien le fer des magnétosomes des cristaux que nous on observait. Et grâce au rayonnement synchrotron, on se rend compte que, ah bah tiens, c'est pas comme les magnétosomes où on a une structure cristalline qui est vraiment très bien définie. On a des carbonates de calcium, mais amorphes, c'est-à-dire sans structure vraiment très bien définie. Donc voilà, on a en parallèle à chaque fois des observations similaires sur d'autres environnements. Le lac, à d'autres endroits du lac, on s'aperçoit également qu'on va trouver des bactéries un peu bizarres qui, vous voyez, qui frétillent, qui sont pareilles, attirées par un certain côté de la goutte. Et sur les images de microscopie électronique, on voit ces gros globules noirs.
C'est l'image que je vous ai montrée dans la première slide de présentation. Et on se demande, mais qu'est-ce que c'est ces gros globules noirs? Est-ce que pareil, ce sont des biominéraux? Et donc on a fait exactement les mêmes analyses. Pareil, on fait une cartographie des éléments chimiques et on regarde en parallèle qu'est-ce qui match avec les structures que nous on étudie, qu'on recherche, et la composition chimique. Et là, on s'aperçoit que ces structures que vous voyez en vert, ces éléments tout noirs que vous avez vus sont des polyphosphates et que donc on a trouvé des bactéries qui sont capables d'hyperaccumuler le phosphate. Et nous, ça a des intérêts majeurs, notamment en biorémédiation, parce que le phosphore peut être un élément polluant. Donc si on trouve des bactéries qui sont magnétiques et qui en plus accumulent des éléments qui peuvent être toxiques ou qui sont polluants, voilà, c'est tout bénef, c'est tout ce qu'on veut rechercher. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous donne un exemple. On étudie la microbiologie et puis en parallèle, il y a nos collègues qui, eux, vont étudier la chimie. Et en matchant les deux, on peut comprendre qu'est-ce qui va déterminer, qu'est-ce qui va expliquer la présence de certaines bactéries à certaines profondeurs du lac. Et en séquençant le génome, je n'irai pas dans le détail aujourd'hui, aussi sur les figures ici, mais on va comprendre quels sont les mécanismes à l'origine de la formation de ces biominéraux et comment l'environnement peut influencer la formation de ces biominéraux. Alors voilà, on a vu les bactéries magnétotactiques. On a vu ces formes unicellulaires qui sont capables de former des biominéraux. Et au tout début, je vous parlais d'oiseaux capables de sentir le champ magnétique. Mais est-ce que du coup, cette fonction de magnétotaxie, elle est unique, elle est propre aux prokaryotes? Est-ce qu'on n'aurait pas des eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui appartiennent au même domaine de la vie auquel nous appartenons, capables de la même capacité? Et on s'est posé la question, pourquoi? Parce qu'il y a près de 35 ans, on a un groupe de Brésiliens qui fait cette observation. Vous voyez les photos ici, on a des grosses cellules qui sont bien plus grosses que des cellules de bactéries et qui ont le même comportement magnétotactique. Maintenant, il y a un paquet de chercheurs, dont mon collègue, qui pendant des années ont essayé de retrouver ces organismes-là. Et ils les avaient retrouvés, eux, au Brésil. Nous, c'est à Carry-le-Rouet qu'on les a retrouvés. C'est pas si loin que ça, finalement. C'est en 2018. Enfin, on a commencé les observations en 2016, mais en 2018, on va à Carry-le-Rouet. On récupère du sédiment, on applique un champ magnétique, cette fois-ci inversé, c'est-à-dire qu'il y a une certaine polarité pour la concentration. Là, on inverse l'aimant et on retrouve ces bactéries que vous voyez bouger de haut en bas avec l'aimant. Ces micro-organismes qui ne ressemblent pas à des bactéries, mais qui ont le même comportement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? En tant que biologiste, on met en avant un certain nombre d'hypothèses, on va mettre en avant en application certains types de méthodes pour pouvoir essayer de comprendre quelle est l'origine de ce comportement observé chez ces organismes-là. Donc, de nouveau, de la microscopie, différentes techniques, de la génomique également et de la phylogénie moléculaire pour essayer de comprendre en fait les relations de parenté entre ce qu'on va observer ici et ce qui a été décrit dans le vivant auparavant. Donc d'abord, la première chose qu'on a fait, c'est exercer une pression mécanique entre une lame et une lamelle sous le microscope optique. Et la surprise, on observe des cellules, en fait, des cellules très longues, vraiment très longues, qui font près de 5 micromètres, qui sont non flagellées. Donc une bactérie, normalement, la majorité sont flagellées. Et on retrouve de nouveau une chaîne que vous voyez ici, de biominéraux, et qui sont imagés ici sur cette l'image de microscopie électronique à haute résolution. Et donc on a l'air, en ayant écrasé cet organisme, de voir des choses qui sont alignées les unes par rapport aux autres. Et donc pour cette fois-ci maintenir l'intégrité du micro-organisme, on va utiliser d'autres techniques, notamment en microscopie électronique à balayage. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe j'aime bien imaginer ça comme ça, une sorte de gros grain de café avec des striures qui sont en fait des bactéries qui recouvre l'ensemble d'un autre organisme qui est flagellé et que vous voyez ici. Donc là, on voit l'intégrité du micro-organisme et là, vous imaginez une coupe. Donc dans le sens longitudinal, la cellule est complètement coupée et ça laisse apparaître quoi? Une cellule eucaryote au centre et puis sur les bords, des bactéries qui forment des cristaux ferrimagnétiques.
Donc ici, originalité, on a 2 micro-organismes, un prokaryote, une bactérie, et d'un côté une cellule flagelleux eucaryote, qui ont créé une association. Les deux vivent ensemble, ont besoin l'un de l'autre, ça s'appelle une symbiose. Ils ont mis en place une symbiose dans laquelle à la fois la bactérie qui est transportée par l'hôte va servir de guide, va servir d'aide pour sentir le champ géomagnétique, et puis l'hôte, lui, il va balader ses bactéries et va sentir les gradients chimiques qui étaient si importants à la bactérie qu'on a vue précédemment. Donc, première coopération. Et deuxième coopération qui, nous, à travers l'analyse des génomes, nous a permis de montrer ça, c'est qu'il va y avoir un échange de nutriments, un échange de certains types de sources de carbone et d'autres éléments chimiques. Là, ici, pour peut-être aller dans le détail, mais pas trop, l'hôte va produire de l'hydrogène. Et cet hydrogène, il va être utilisé par la bactérie qui se trouve dessus, qui va s'en servir pour produire son énergie. Donc voilà, on a ici une stratégie qui est quand même assez innovante pour 2 organismes pour devenir magnétotactiques. C'est-à-dire que grâce à la symbiose, on va pouvoir sentir un organisme unicellulaire eucaryote va pouvoir sentir le champ magnétique. Donc ça, c'est ce que nous avons démontré dans un papier en 2019. Mais c'est vrai que face à cette observation-là, on peut se poser des questions. Eh ouais, mais alors, quel est le lien avec tous les organismes qu'on a vus précédemment, un peu plus complexes, si on peut oser parler de complexité? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Et c'est vrai qu'il y a certains auteurs qui font le parallèle. Par exemple, récemment, dans une revue dans PNAS, Bellinger et ses collègues ont observé des structures telles que les magnétosomes que je vous ai montrés auparavant dans les cellules olfactives du saumon. Donc ils ont fait le parallèle entre peut-être un événement ancien d'endosymbiose entre des bactéries magnétotactiques et des lignées eucaryotes qui ont permis à des organismes que vous côtoyez de sentir le champ géomagnétique et de pouvoir se localiser partout où ils sont. Voilà, donc ça, ces organismes-là, les bactéries, qui forment des carbonates de calcium, qui forment des polyphosphates, qui forment des oxydes de fer magnétique et bien d'autres biominéraux que je n'ai pas présentés aujourd'hui. Nous, on a énormément de projets développés en utilisant ces modèles-là. Et pourquoi ils sont si intéressants que ça? Parce que vous avez vu, il y a des structures cellulaires qui sont complexes. Il y a des interactions qui le sont tout autant. On se rend compte que même à l'échelle micrométrique, même avec des organismes simples, comme je vous ai montré, on a des coopérations qui se mettent en place et qui reposent sur des fonctions un petit peu atypiques. Ensuite, ce qui nous intéresse, on a des projets aussi là-dessus, c'est que vous avez vu, il y a une capacité de séquestration de plusieurs éléments chimiques qui est importante. Et en fonction de la quantité de la biomasse, qu'on appelle la biomasse de ces bactéries dans l'environnement, on va avoir un potentiel impact sur les cycles biogéochimiques et donc le fonctionnement d'un écosystème. Donc connaître cet impact-là est important. Il est particulièrement important dans le cadre du changement climatique. Par exemple, dans la formation des carbonates de calcium, potentiellement, ces organismes-là vont séquestrer le CO2. Et aujourd'hui, c'est particulièrement important de connaître l'ensemble des acteurs qui vont permettre de capter ce CO2. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution. C'est-à-dire comment, en fait, tout au cours de l'évolution, sur des milliards d'années, on a pu avoir cette émergence de quelque chose qui semble aussi parfait, parce que c'est quand même incroyable de voir des cristaux avec une structure aussi parfaite que ça, dans des organites qui sont spécialisés. Et donc nous, on essaye aussi de répondre à ce genre de questions. Et enfin, les matériaux. Bah oui, les biomatériaux, c'est ce qui nous intéresse aussi. Quand vous avez un organisme que vous pouvez cultiver qui forme des matériaux comme celui-ci, ça peut avoir des impacts importants en termes de biotechnologie. Et donc c'est ce que je voulais vous montrer par exemple ici, vous montrer qu'il y a un réel intérêt à étudier la biodiversité, l'écologie
des micro-organismes. C'est dans le cas présent, ces magnétosomes, qui je vous rappelle sont les cristaux ferrimagnétiques entourés d'une membrane, mais en fait on s'est aperçu que c'était des très bons agents de contraste pour le scanner par exemple. Donc pour étudier la propagation d'une tumeur dans un organisme, on a besoin de ces agents de contraste et qu'on a besoin d'une certaine résolution pour bien identifier où se situe la tumeur. Ben là on a prouvé en fait que les cristaux étaient des meilleurs agents de contraste que ce qu'on pouvait produire chimiquement. Deuxième exemple, si j'y arrive, c'est l'utilisation de ces cristaux-là avec la membrane pour pouvoir carrément détruire les cellules cancéreuses. C'est-à-dire qu'on peut fixer des médicaments, on peut fixer des peptides qui vont reconnaître les cellules spécifiquement cancéreuses dans un organisme, et en appliquant de la lumière, on va pouvoir chauffer en fait ce magnétosome qu'on a injecté, qui est maintenant collé aux cellules cancéreuses, et on va pouvoir détruire la tumeur. Donc voilà, j'espère que cet aperçu, cette introduction aux bactéries magnétotactiques vous aura plu et que vous aurez découvert de nouvelles choses aujourd'hui. Et bien sûr, si vous souhaitez me poser des questions, je suis complètement disponible. Merci beaucoup, Caroline, pour cette jolie présentation. Donc, je laisse la parole à qui la veut. La première, c'est toujours un peu dur, mais pour vous laisser le temps de réfléchir un peu, j'ai deux questions de nos internautes. Alors, je vous la pose comme je te la pose comme je l'ai notée. Pourquoi ces bactéries se trouvent particulièrement à la transition oxygène sans oxygène? Parce qu'a priori, pour vivre, elles ont besoin de certaines concentrations d'oxygène. C'est-à-dire que l'oxygène en trop forte concentration, c'est toxique pour elles. Et puis en parallèle, dans ces zones de transition oxyque-anoxique, il y a aussi différents éléments chimiques qui vont avoir différents états d'oxydation. Et elles ont besoin parfois de certains éléments chimiques, mais pas dans n'importe quel état d'oxydation. Et il y a uniquement dans ces zones de transition où on peut trouver un mélange entre des formes oxydées et réduites de certains éléments dont elles ont besoin, et pour la formation des magnétosomes et pour leur biologie. Ouais. Très bien. Oui, je passe le micro comme ça tout le monde t'entend, Laura. Désolée, c'est une question bête. Hein. Non, il n'y a pas de question bête, alors je rassure tout le monde. Mais dans le cadre de la symbiose, comment se fait le transfert d'informations entre les deux organismes pour justement que les bactéries puissent transmettre à l'autre micro-organisme l'information sur le champ magnétique pour qu'elles puissent... C'est une très bonne question et on se pose la question également, sachant qu'on peut imaginer comme une sorte de gouvernail. J'ai parlé tout à l'heure de force qui était exercée par le champ magnétique pour qu'une bactérie s'aligne complètement parallèle. On peut imaginer que cet alignement, c'est sûr, il est passif, mais que si la bactérie, elle est entraînée par cette force-là, elle va avoir des zones de pression différentes sur son hôte. Et c'est un peu comme un cheval où on appuierait sur l'épaule gauche ou sur l'épaule droite, il va tourner soit à gauche, soit à droite. Donc pour nous, l'hypothèse, c'est plus une histoire de pression, en fait, exercée par la force entraînée sur la chaîne de magnétosomes de chacune des bactéries qui composent l'holobionte. Enfin, l'holobionte, pardon. Je n'ai pas défini si c'était un holobionte, mais le supraorganisme. Voilà. Merci. Ne pensez-vous pas que les masses métalliques existantes sur le globe, dans le globe, peuvent contrarier le champ magnétique? Ça sort de mon domaine de compétences. C'est de la macro. Oui, non, mais je vois très bien. Je pourrais discuter là-dessus, mais c'est pas mon domaine de compétences, donc ça serait juste de la spéculation, ce que je vous dirais. Donc je ne m'exprimerai pas là-dessus par peur de dire des bêtises. Voilà, et exactement. Prochain mercredi dans Doom, on trouve quelqu'un pour nous parler de ça.
Question? Une question, Caroline. Est-ce que les mécanismes pour synthétiser, pour fabriquer ces magnétosomes ont été acquis plusieurs fois au cours de l'évolution ou chez un ancêtre commun à tous ces organismes? Alors ça, c'est un gros débat. J'ai mon parti pris là-dessus. Mais on est prenant de parti pris aussi, hein, on est là pour discuter. Hein, actuellement, il y a un groupe de scientifiques chinois qui dit qu'il y a un seul ancêtre commun et que ça a été ensuite distribué à l'ensemble des bactéries de manière verticale. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas un matériel génétique qui a été échangé entre bactéries distantes. Il y a une seule origine, en effet, il y a eu une seule émergence de ces gènes, ça c'est sûr, on trouve toujours les mêmes mécanismes et les mêmes gènes dans les bactéries qui sont magnétotactiques. Mais par contre, il y a ensuite eu des échanges, enfin ça c'est mon parti pris, il y a eu pour moi des échanges de ce matériel génétique entre bactéries qui habitent exactement les mêmes niches écologiques. Donc des bactéries dont les ancêtres n'étaient pas magnétotactiques il y a 1 million d'années, sont devenus magnétotactiques grâce à l'acquisition de certains de ces gènes. Voilà. Si j'ai répondu à ta question. Si. Question? Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour l'explication. J'aurais 2 petites questions en fait qui me viennent un peu à la tête comme ça. C'est est-ce que justement, est-ce que vous avez étudié justement le fait que des bactéries qui ne sont pas ferromagnétiques puissent le devenir selon les conditions de l'environnement? C'est-à-dire des bactéries qui n'ont pas déjà de base les gènes qu'il faut. C'est ça? Alors, l'environnement change terriblement, elles se retrouvent dans des conditions vraiment à la limite anoxiques. Est-ce qu'elles seraient capables de développer ce genre de mécanisme? Excusez-moi. Oui. Je n'ai pas le Covid, tout va bien. Donc, on n'a jamais fait d'évolution expérimentale pour pouvoir répondre à cette question-là. Elle est supra intéressante. C'est sûr que ça peut se produire. On l'a reproduit de manière artificielle, c'est-à-dire qu'il y a des lignées, notamment par exemple de Rhodospirillum rubrum. Enfin, c'est un nom un peu barbare, pareil, mais pour dire qu'il y a des lignées de bactéries qui ne sont pas magnétotactiques, qu'on a réussi à transformer, c'est-à-dire dans lesquels on a réussi à insérer des gènes codants pour la biominéralisation et on arrive à faire exprimer cette fonction. Donc une bactérie qui n'était pas capable de former ces biominéraux est capable de les former. Donc on sait que c'est quelque chose qui est physiquement, mécanistiquement possible. Après, comment ça arrive exactement, dans quelles conditions dans la nature, pour l'instant on ne le sait pas. On n'a jamais fait d'évolution expérimentale. C'est toujours super intéressant, ce genre d'expérimentation. Par contre, c'est des expérimentations qui peuvent prendre des années, voire des dizaines d'années. Et une petite deuxième question, j'en profite. Est-ce qu'il y a des quantifications déjà sur les perturbations des cycles biogéochimiques, justement? Alors, je suis désolée, je suis un peu sourde aujourd'hui. Oui, est-ce qu'il y a des quantifications déjà de fait sur les apports dans les cycles biogéochimiques? Alors, il y a quelques apports, il n'y en a pas tant que ça en fait. Moi, j'ai en tête un papier par rapport au cycle du fer, mais c'est vrai que cette quantification et cette modélisation, en tout cas par rapport au cycle du fer, on sait très peu de choses. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans le projet Carbomagnet, là, qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche l'année dernière, c'est que justement on essaye de quantifier, pas au niveau du cycle biogéochimique du fer, mais on essaye de faire cette quantification au niveau du cycle du carbone inorganique. Parce que vous voyez, ces carbonates de calcium peuvent occuper jusqu'à 65, voire plus, 65% de la taille de la cellule, donc potentiellement piéger plein de carbone. Donc c'est quelque chose qu'on est censé faire dans les 4 ans qui arrivent. Merci. En fait, j'avais la même question. Bonsoir Caroline. J'avais Bonsoir. la même question. C'est Gaël. Ouais, je le dis. On a l'habitude de se voir Ah par ouais, Zoom, voilà, mais là c'est en vrai quoi. Ouais, non, par rapport justement l'origine, effectivement, l'ancêtre unique. Mais du coup, est-ce que tous les gènes, ouais. enfin, les îlots qui codent pour les magnétosomes, est-ce qu'ils
est-ce qu'on a pu mettre en évidence des événements de transfert, justement? Oui. On arrive à mettre des éléments, en évidence des éléments de transfert interespèces, intergenres, à différentes échelles taxonomiques. On a réussi à le faire. Il y a encore un papier sur un groupe particulier, les Nitrospira, qui est en cours d'évaluation, qui montre qu'il y a des transferts, et on montre aussi qu'il y a des transferts qui sont différents en fonction des clusters de gènes que tu as vus. C'est-à-dire que moi, je parlais de 40 gènes qui étaient impliqués dans la formation des... Merci beaucoup dans la formation des magnétosomes. Mais il y a certains gènes qui sont exprimés en même temps, d'autres qui ne le sont pas, et on a des données, on a le sentiment que ça n'a pas été acquis en même temps. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de fossiles pour les prokaryotes, et qu'à un moment donné, l'image qu'on a de la biomérisation et de la génétique, des déterminants génétiques associés, c'est l'image qu'on a sur les lignées modernes, celle qu'on observe aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui a pu évoluer, être remplacé au fur et à mesure des millions d'années d'évolution. Et s'il faut, la première, c'est comme l'histoire du flagelle, hein, comment quelque chose d'aussi parfait a émergé tout d'un coup, c'est sûrement graduel, mais on n'est pas capable de retracer ces événements d'évolution. Donc, voilà. Corollaire à la question de la personne d'avant, est-ce qu'à l'inverse, il arrive que des bactéries magnétolactiques perdent leur capacité? Oui, non, ça arrive, pas toutes les bactéries. Donc en fait, chez les bactéries, on a des possibilités d'avoir des échanges de gènes entre des organismes qui sont très distants, qui vont avoir une divergence de ce que l'éléphant a comme divergence avec l'araignée. Je caricature, mais c'est un peu ça. On est capable d'avoir ces échanges génétiques entre les bactéries. Donc il y a des éléments de mobilité qui permettent ça. Et ces éléments de mobilité, il y a des bactéries qui en ont, il y a des bactéries qui n'en ont pas. Et celles qui en ont, en général, quand on a des organismes en culture, elles vont très vite, si on n'applique pas, alors sûrement on n'applique pas les bonnes conditions, elles vont très vite perdre cet îlot, elles vont très vite perdre ces éléments-là. Sûrement parce qu'il n'y avait pas la pression de sélection qu'il fallait. Mais oui, ça arrive, pas chez toutes les bactéries, mais un paquet d'entre elles, ouais. Si j'ai répondu à ta question. Oui. Ok. Virginie, bonjour. Bonjour. J'aurais une question beaucoup plus simple, entre guillemets. Est-ce que vous êtes déjà allé voir ce qui se passe en Camargue? Alors, est-ce qu'il y a des zones de sulfatoréduction importantes? Enfin, il y a énormément de... Alors, ouais, à titre personnel, non. Mais je sais que mon collègue, justement, y est allé et a réussi à isoler des micro-organismes là-bas, oui. Et c'est vrai qu'on trouve des sulfatoréductrices, justement. On en a, c'est vrai que je n'ai pas donné de détails ici, parce que je n'avais pas envie de perdre tout le monde, mais on a des bactéries sulfatoréductrices qui font des magnétosomes. Et du coup, des bactéries qui n'aiment pas du tout l'oxygène. Et en Camargue, il y en a, oui. C'est d'ailleurs un terrain de jeu un peu favori de mon collègue. Il y a pire comme terrain de jeu. Ah bah oui, oui. Et il y a mieux aussi, hein, juste en bas. Et est-ce qu'il y a d'autres débouchés médicaux qui sont prévus à part l'IRM par rapport aux propriétés de ces bactéries? Alors on peut les utiliser en biorémédiation, par exemple. Donc on va avoir des polluants, admettons on a une pollution à l'arsenic, on peut développer des biodétecteurs avec les magnétosomes ou avec les bactéries qui forment des magnétosomes. Et ces bactéries-là vont aller récupérer l'arsenic et nous, on va aller récupérer les bactéries avec le magnétisme. Donc il y a des développements avec la biorémédiation. En biomédical, sinon, après d'autres, non. À part on peut faire du drug, ce qu'on appelle du drug targeting. C'est-à-dire que là, moi, je montrais le cas du cancer où on essaye de tuer les cellules cancéreuses, mais on pourrait imaginer fixer des médicaments de n'importe quel type qu'on pourrait spécifiquement injecter dans une partie du corps qui a besoin d'être spécifiquement, j'allais dire réparé, traité.
Et ça fait partie aussi des pistes qu'il y a dans le biomédical. Au niveau environnemental. Pardon, monsieur, je vous donne... Non, ça va. Au niveau environnemental, c'est intéressant d'utiliser les propriétés de ces bactéries, quoi. Vous avez cité l'arsenic, mais il doit y avoir d'autres... Tout à fait. Par exemple, moi, dans le cas présent des carbonates de calcium, j'ai parlé de carbonate de calcium, mais on a aussi des carbonates de barium ou de strontium. Et il y a certains éléments chimiques qui peuvent être radioactifs. Donc, on a aussi ce genre de pistes. On a aussi les pistes avec l'uranium. C'est vrai que ça reste pour l'instant, j'allais dire, dans le labo, parce qu'on n'a pas encore publié là-dessus, mais dans le lac Pavin, il y a même partout, dans le Limousin, vous avez des sources naturelles d'uranium. Et on a trouvé déjà des bactéries qui montraient des signaux d'uranium dans leurs cellules. Donc dès qu'on a des capacités de séquestration un peu particulières, on peut s'en servir pour aller récupérer les éléments qui nous intéressent. Ou si on détermine les mécanismes associés à cette séquestration. On découvre certaines enzymes qu'ensuite on peut produire à grande échelle dans des bioréacteurs qui vont nous servir spécifiquement en laboratoire, sans parler de bactéries magnétotactiles. On va utiliser directement ces enzymes en laboratoire pour faire la fonction qui nous intéresse, de détoxification, de transformation de la matière, etc. Enfin, il y a plein de possibilités, quoi. Même si, enfin, moi, j'adore la recherche, j'adore l'appliquer, il faut faire l'appliquer, mais produire de la connaissance pour produire la connaissance, c'est super cool aussi. Voilà. Des questions ? Oui, bonsoir. Peut-être que vous l'avez dit, je me souviens plus. Quel est leur rôle dans leur écosystème naturel? Vous l'avez étudié? Alors leur rôle, c'est-à-dire en termes de transformation de la matière, du coup, ce qu'elles font dans la biodiversité, leur rôle, quel est l'impact? Alors c'est rigolo. Enfin, moi je trouve ça rigolo, mais ça fait partie des questions qui nous intéressent. Pour l'instant, on l'a pas déterminé, mais c'est vrai que si on veut trouver un rôle à quelque chose, ici, on va pouvoir faire un turnover, attention au anglicisme, on va pouvoir récupérer certaines formes de fer 2, par exemple, ou de fer 3, et les rendre biodisponibles à d'autres bactéries. Donc ça peut être un élément. Ensuite, ça peut produire de la matière pour d'autres bactéries qu'on n'a pas caractérisées. Ça peut aussi produire certaines vitamines, mais ça, on ne l'a pas non plus. Enfin, vous allez me dire, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas caractérisées. Mais ça peut produire aussi certains métabolites qui sont essentiels à la croissance d'autres bactéries. Donc, voilà. Que les bactéries ou aussi peut-être d'autres organismes qui vivent dans le milieu, peut-être? Alors, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu? Désolée, pardon. J'ai début. Donc, vous parlez de bactéries qu'elles vont fabriquer pour d'autres bactéries, mais est-ce que aussi ça peut être assimilé à d'autres organismes supérieurs après, on a toute la chaîne trophique, en effet. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que je parle beaucoup de bactéries parce que je suis microbiologiste, mais ensuite, à l'intérieur, par exemple, les bactéries sont prédatées par des formes eucaryotes, comme je vous ai montré, qui vivent en symbiose, et donc peuvent servir de nourriture à des organismes qui eux-mêmes vont servir de nourriture à des organismes un peu plus complexes encore. Et ça, c'est toute une chaîne trophique. Par la suite, on pourrait même remonter à l'ombre chevalier qui se trouve, l'ombre chevalier qui est un poisson, qui se trouve dans le lac. Donc tout ça est interconnecté. Pour moi, c'est-à-dire les bactéries, les virus, tout travaille de concert dans un réseau d'interaction et tout a des répercussions. Enfin, la dynamique et la taille des réservoirs de chacun de ces organismes va avoir un impact sur le fonctionnement de l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est vrai que c'est pour ça la question du rôle, elle est compliquée. Et c'est surtout quand on aborde des systèmes complexes comme ça, c'est difficile de trouver des facteurs structurants.
Quand il y a autant d'interconnexions, à peine on va toucher à quelque chose, ça va changer autre chose à côté, et c'est compliqué d'évaluer, de répondre à cette question pleinement. C'est une combinaison, je pense, de techniques et in situ, en observant l'environnement, en déterminant l'environnement chimique, en étudiant la biologie de ces organismes à la fois in silico, c'est-à-dire en regardant leur potentiel métabolique, leur potentiel d'interaction à travers les génomes, mais aussi en regardant comment, en faisant varier les conditions dans le laboratoire, ça change quelque chose au niveau de leur croissance ou au niveau du pool d'espèces chimiques. Il n'y a que comme ça, mais ça prend des années, qu'on peut répondre à la question que vous venez de poser, je pense. Pleinement et rigoureusement. Donc il faut financer la recherche. Une autre question ? Une fois, deux fois, DJ ? Adjugé vendu. Donc merci beaucoup. On va laisser peut-être Caroline aller se reposer chez elle parce que sinon on ne va pas finir la soirée. Merci beaucoup Caroline pour cette jolie conférence. J'espère que ça vous a autant plu qu'à moi. Quand je l'ai écoutée pour la première fois il y a 1 an, Caroline a une conférence en évolution. Je l'ai trouvée tellement fantastique que j'ai vraiment cherché à ce qu'elle puisse venir vous faire la conférence ce soir. Donc merci encore. Merci à vous tous. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Et nous, on se revoit le mois prochain. Ça sera Jacques Collina, que vous connaissez. C'est un habitué des mercredis d'Andoum, sur la grotte Cosquer. Je vous souhaite une bonne soirée et merci encore. Merci Caroline.